Bienvenue les amis. On va parler donc du contexte d'incertitude qui entraîne une réflexion dans l'allocation des ressources et notamment la gestion des talents. Entre ralentissement possible des recrutements, licenciement économique et départ volontaire, les collaborateurs qui restent ont besoin d'être rassurés et motivés. Ça va être intéressant parce qu'on va parler avec beaucoup de transparence aujourd'hui. On a introduit tout ça tout à l'heure sur le contexte économique. Et en préparant tout ça, on s'est rendu compte que, avec Julien notamment, j'ai utilisé le terme « Winter is coming ». La comparaison avec cette série dont j'ai oublié le nom, rappelez-moi. Hein, Game of Thrones, merci. Donc voilà, l'hiver est quand même déjà là. On le voit en tout cas sur beaucoup de choses. Julien, tu me disais que dans certaines de tes participations, il y avait, enfin de vos partenaires, voilà, il y avait des fonds qui vous avaient dit dès février dernier, c'est mort, on n'investit plus. Donc il y a certaines startups qui ont pris conscience de tout ça. Toi, Pierre, chez Libéo, vous avez déjà une période sur laquelle il y a une trentaine de collaborateurs qui ne sont pas restés, on va dire, plus que qui sont partis. C'est un peu plus la démarche que vous avez eue. Donc on va parler de tout ça en toute transparence. L'idée, c'est de comprendre un peu ce contexte. On a 20 minutes pour parler de tout ça, c'est très court. Je vous propose très rapidement de vous présenter et d'aller directement ensuite dans le vif du sujet. Ça vous va, Pierre ? Merci Mathieu. Oui, donc Libéo, rapidement, c'est le spécialiste du paiement entre entreprises. On aide les entreprises à facilement centraliser leurs factures, les valider, les payer en un clic sans IBAN. Et voilà, ça fait à peu près 3 ans qu'on a lancé Libéo. Un super concept auquel j'adhère. Merci Mathieu. Julien. Merci Mathieu, ravi d'être là. Donc Julien Creuset, je travaille chez Blackfin. On est un fonds d'investissement et moi je m'occupe de la partie investissement dans les startups, donc FinTech, AssureTech en Europe. On avait levé un premier fonds qu'on a investi dans 17 sociétés. Et on vient de lever un deuxième fonds de 400 millions pour investir dans davantage de sociétés dans les prochaines années. Voilà. Le contexte, qu'est-ce que ça représente pour des startups quand on te dit on ne va pas réinvestir? Est-ce que tu te dis c'est la fin? Comment tu réagis alors du côté d'un investisseur ou co-investisseur et du côté d'un chef d'entreprise? Bon, je pense qu'il y a eu énormément d'excès dans le marché en 2019, 2020, 2021. Beaucoup d'argent, donc des excès, des valorisations très élevées, des deals qui se faisaient très vite. Et c'est comme si on avait fait une fête de malade pendant 3 jours. On est en redescente, c'est super dur, on a la gueule de bois et le marché est complètement grippé. Donc l'exemple que tu citais tout à l'heure, c'est en février, il y a une société du portefeuille, qui est une grosse boîte du portefeuille, qui a un investisseur américain qui avait investi 1 an avant, qui avait investi début 2021, qui vient les voir au board et qui leur dit en fait, le marché s'est arrêté aux US. En fait, le marché, en gros, s'est arrêté aux US mi-novembre, début décembre, l'année dernière. Le marché s'est arrêté aux US, donc débrouillez-vous par vous-même. Vous avez 60 millions d'argent sur votre compte. Il vous reste 60 millions, vous n'aurez plus un centime de notre part. Et ça, c'est vraiment le signe de... Déjà, les Américains, ils réagissent beaucoup plus vite que les Européens. Ils réagissent beaucoup plus fort et ils sont un peu imprévisibles parfois. Mais pour l'entrepreneur, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà... le marché change. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé tester le marché. Il est allé voir une dizaine d'autres fonds US, Europe. Il s'est rendu compte qu'effectivement, sa valo de l'année précédente elle était relativement élevée et qu'il ne pourrait pas relever tout de suite dans les mêmes conditions. Et donc, il s'est adapté. Il s'est dit, j'ai 60 millions de cash sur le compte. Comment je fais pour que ces 60 millions de cash, au lieu que je les consomme en 12-18 mois, j'arrive à la rentabilité ou en tout cas, j'arrive à tenir pendant 3 ans avec ce cash-là. Et donc, nécessairement, tu optimises ta boîte sur des contraintes qui sont différentes. Donc, dans ton pilotage, généralement, tu regardes en tant qu'entrepreneur un burn rate, un run rate, ou jusqu'où tu peux aller, en tout cas, avec l'argent que tu as et tes dépenses actuelles. Qu'est-ce que tu estimes pouvoir faire comme revenu? Et selon tout ça, soit tu te dis je vais lever dans 2 ans, dans 1 an, soit tu te dis je vais pouvoir tirer jusqu'à 3-4 ans, soit tu vas aller tracer vers la rentabilité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si tu dois lever des fonds, il faut le faire un petit peu avec de l'anticipation parce qu'il y a toujours un peu de négo. Il y a le closing et puis si tu le fais au dernier moment, tu ne le lèveras pas, hein, puisque un fonds préfère à la limite te racheter à la casse que... Voilà, donc moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est le point de vue côté entrepreneur. En tout cas, moi j'ai commencé à entreprendre dans cet univers il y a 3 ans, dans la tech en tout cas.
dans un univers qui était hyper, avec des excès assez importants, puisqu'il y avait un excès de liquidité énorme chez les investisseurs et un nombre d'actifs fini. Donc évidemment, la valorisation s'envole, c'est juste obligatoire. D'autant plus que les gérants de fonds vont quand même se rémunérer sur ce qu'ils déploient. Donc parfois, il y a un peu un manque de contrôle, quoi, de garde-fou. Et donc, moi personnellement, j'avais connu que ça avant. Et c'est vrai que c'est allé très vite. Levée de fonds, valorisation, voilà. Et là, je pense qu'il y a un retour à des critères et à des basiques qui sont plutôt sains. Enfin, je pense une croissance, ça se construit dans le temps. Ça doit être durable. Tu dois construire pour arriver à des résultats qui sont pertinents et qui vont t'emmener loin, quoi. Et je pense que le marché était un peu fou et qu'il ne poussait pas tellement à ça. Il poussait vraiment à la croissance à tout prix. Et bien, au bout d'un moment, la croissance à tout prix, ça n'a de sens pour personne. Donc, nous, personnellement, chez Libéo, on a constaté ce retour à la réalité dès le début de l'année. Et effectivement, pour nous, ça a été une prise de conscience rapide. Et les fonds américains commençaient à dire, notamment Andreessen Horowitz, etc., réagissez vite, c'est ceux qui réagissent le plus vite qui vont s'en sortir le mieux. Et nous, c'est clairement une politique qu'on a appliquée chez Libéo. Et personnellement, pour nous, on ne s'est jamais dit on va brûler comme des fous il y a 2 ans et puis là, on va arrêter de brûler. Non, en fait, je pense que c'est vraiment dicté par le marché. C'est comme ça. C'est là où on dit que le marché est plus fort que le reste. Je pense que ça a eu un impact sur tous les entrepreneurs. Et ce nouveau contexte aura aussi un impact sur tous les entrepreneurs. Alors on est sur la scène talent, donc plus les parties RH. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment on traduit ça au niveau humain dans l'entreprise. C'est-à-dire que, évidemment, une des grosses dépenses ou un des gros investissements qu'on fait dans des startups sont généralement des salariés, les collaborateurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand tu te dis ok, là je me rends compte qu'il va se passer quelque chose, que la fête est finie, je coupe tout, je vire tout le monde, voilà. Enfin, et comment tu le fais? Parce que en l'occurrence, on est dans des trucs où, la comparaison à la fête est assez intéressante. C'est qu'il y a une effervescence, tout le monde s'amuse, tout le monde demande plus de salaire, les gens viennent, c'est plus cher, c'est génial, on s'amuse, on rentre plus d'argent, puis tout d'un coup, on siffle et puis on dit les gars, la récré, hop. C'est évidemment un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas tout à fait faux non plus. C'est-à-dire que quand tu lèves des fonds déjà, certains vont considérer ça comme un accomplissement, alors que c'est juste un moyen. Et c'est pas si facile que ça de relier ce message en interne, parce que évidemment, ça montre aussi que ton avenir est bon et que tu as des moyens pour exécuter ta vision. Donc, mais c'est pas si simple que ça. C'est que déjà, quand tu lèves des fonds, il y a des gens qui se disent « Oh ouais, super, on est arrivé, quoi ». Non, pas du tout. C'est juste le début de l'aventure. Et à contrario, quand tu as un contexte de marché comme celui qu'on connaît aujourd'hui, faut expliquer qu'il faut faire les choses différemment. C'est un nouveau contexte à prendre en compte. Mais en revanche, intrinsèquement, ton potentiel, la taille de ton marché, ta croissance, ne vont pas changer si tu es bien positionné sur un bon marché. Voilà. Et ça, c'est assez difficile de venir expliquer ce double message en mode... Donc tu es sur une crise plutôt financière que presque commerciale. C'est-à-dire que toi, tu te dis dans ton métier, j'ai toujours un boulevard commercial de business. Moi, je pense que côté Libéo, nous, on a des entreprises à avoir une meilleure vision sur leur cash et à mieux piloter leur règlement et leur quotidien d'un point de vue financier. Donc, on a quasiment un positionnement contracyclique. Okay. C'est ce que je veux dire. Mais en gros, nous, en tout cas, pour répondre à ta question, nous, on s'est dit qu'il fallait transparence totale. Dès qu'on a perçu ça, donc on a des discussions avec des investisseurs, qu'on a vu aussi nos propres investisseurs commencer à flipper de ce qui se passait en bourse, hein, parce qu'il faut voir que tu as certains de tes investisseurs, potentiellement, ils ont beaucoup d'argent déjà, beaucoup de participations qui sont IPOT, donc potentiellement, ils voient leur gain futur s'écrouler, quoi, parce que c'est vrai que ça a commencé fin décembre, début janvier, la crise, et puis ça faisait quand même 2 ans que tout le monde en parlait, quoi. Tout le monde disait à un moment ça va être la fin de la récré. Et donc, nous, on s'est tout de suite dit, on va tout de suite communiquer ce message en interne, sans langue de bois, quoi, en mode attention, il y a un truc qui se passe. Et ça va probablement durer. C'est-à-dire que quand tu mets tout bout à bout, le contexte, les indicateurs font que globalement, c'est un nouveau contexte probablement qu'il faut prendre en compte durablement. Et ça, c'était avant même le lancement, le début de la guerre en Ukraine. Donc autant te dire que quand c'est arrivé, pendant 2-3 mois, on a répété ce message en all hands. Attention, il y a un nouveau contexte. On a montré des graphiques en mode, ça change des choses pour nous et il faut agir maintenant et pas dans 1 an, parce que ça sera trop tard en fait. Donc ça, nous, le premier truc, c'était de dire,
on prend pas l'équipe pour des enfants, on se dit les choses de manière transparente, sans tabou. La bonne nouvelle, c'est que ça concerne tout le monde. Donc, tes concurrents, ils font la même chose. Tu vas pas avoir 10 concurrents qui vont se lancer en levant 20 millions ou 30 millions pour venir prendre tes clients, quoi. Donc déjà, le contexte fait que ça touche tout le monde. Les salariés comme les entrepreneurs sont pas naïfs, hein, on voit bien, on a des copains dans d'autres startups et se rend compte que c'est la même crise chez tout le monde. Et donc, je pense qu'avoir une discussion claire sur ce qui se passe vraiment et pourquoi est-ce qu'on prend des décisions qui sont difficiles, hein, quand on se sépare de personnes dans une équipe, c'est super difficile. Être capable d'expliquer ces décisions-là et d'expliquer que c'est pour sauver la boîte ou en tout cas atteindre des objectifs sains, une rentabilité à terme qui fait que toute la boîte peut s'en sortir, quoi. Il y a un besoin d'accompagnement dans tes participations, je veux dire, déjà de prise de conscience, mais ensuite de changement de paradigme, c'est-à-dire, alors bon, les entrepreneurs n'ont pas toujours besoin d'être coachés, mais il y a quand même un moment où il faut leur dire comment ça se passe, quoi. Et tu vas nous expliquer comment ça se passe, mais... Moi, sur les boîtes du portefeuille, en fait, les réactions sont assez différentes d'un entrepreneur à l'autre. Je dirais qu'il y a des entrepreneurs qui réagissent très vite et qui peuvent même un peu surréagir. Et souvent, c'est les entrepreneurs qui étaient les plus conservateurs. Donc déjà, ceux qui avaient un cash burn faible, 2 ou 3 ans de cash devant eux. Donc ceux-là, ils ont tendance à réagir assez vite. Et à la limite, ils n'auraient pas forcément besoin de réagir très vite parce qu'ils sont déjà on the safe side. Et après, il y a les entrepreneurs plus agressifs, plus salesy, qui sont toujours à the edge, qui se mettent toujours en déséquilibre un peu fort, qui ne sont pas ceux qui réagissent le plus vite. Et là, là, il faut passer du temps, il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes. Nous, on essaie de leur apporter des témoignages de gens qui sont passés par d'autres crises. Crise 2000, crise 2008. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire quand le marché est fini, enfin, quand le marché s'arrête? Et pour qu'ils réalisent avec des peers qu'il faut faire vraiment attention. Et après, le coaching, c'est comment est-ce que eux-mêmes peuvent faire passer le message à leurs équipes. Mais avant même ça, l'étape qui est avant ça, et Pierre va peut-être la décrire, c'est, tu vois, au niveau du board, comment est-ce que tu discutes et que tu définis quel est le bon niveau, quelle est la bonne taille d'entreprise pour les 2 prochaines années et quel est le business plan sur lequel on va exécuter, quoi. Avant même d'aller vers la communication aux équipes et l'accompagnement des équipes. Pour rentrer quand même dans la communication aux équipes, tu l'as dit, j'ai l'impression que toi, vous prépariez le terrain un petit peu à expliquer. Et il y a un moment où vous avez dit, en fait, on prévoit... Vous êtes combien chez Libéo? On est une centaine. Une centaine? Entre 100 et 110. Et donc vous prévoyez d'être peut-être 150 et à un moment vous leur avez dit en fait on va rester à 100, enfin on va même réduire la voilure, hein. C'est ce que vous avez fait. Ouais, nous ce qu'on a fait concrètement c'est qu'on voulait, on avait un plan de croissance très fort, on ouvrait plein de pays. On s'est dit dans ce contexte-là franchement est-ce que ça a du sens d'ouvrir autant de pays et de croître à tout prix? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Et est-ce que surtout on en aura les moyens? Et la réponse qu'on a eue, qu'on s'est dite, c'est un pari assez osé de se dire que dans ce contexte-là, on aura les moyens de cette ambition. Parce que nous, notre analyse, c'était que globalement, il y a peu de gens qui l'auraient. Et donc, on s'est dit, c'est pas le bon plan. C'est pas le plan qu'on veut exécuter finalement. Et effectivement, il y a une trentaine de collaborateurs qu'on n'a pas gardés, la plupart en période d'essai, qu'on avait recrutés. Des gens qu'on voulait pas garder. Il y a aussi des gens qu'on a recrutés, qu'on a gardés. Mais on s'est dit, on va faire très attention. C'est plus le plan qu'on veut exécuter. On se concentre sur 2 pays, la France et le UK. On a assez à faire. Et on exécute bien sur ces 2 pays. Et donc, ça a été assez rapide, puisqu'on s'est dit ça, en fin début d'année, on s'est dit, attention, il se passe un truc. Et on l'a communiqué de manière transparente à l'équipe. Et on s'est dit, on va se poser, c'est quoi le plan qu'on veut faire? Et est-ce qu'on le revisite ou pas? On a discuté avec notre board, on a discuté en interne, et on s'est dit, en fait, c'est pas ce qu'il faut exécuter, parce que c'est pour le coup, nous, on est plutôt on the edge en termes de style, donc plutôt agressif. Et là, on s'est dit, il faut réagir tout de suite, parce qu'en fait, si on met du temps à réagir, on ne pourra plus bouger, on aura, pour le coup, peut-être perdu des munitions inutilement, et pour le coup, ça met vraiment la boîte en péril. Et on s'est dit, c'est ça le nouveau contexte, il va durer au moins 2 ans, donc on agit tout de suite. Et alors ça, pour le coup, ça n'a pas été facile, parce que tu te mets dans ce mindset-là, tu dis, bon, on va pas garder certains collaborateurs dans certaines équipes. Tu mets tout le monde dans la pièce, tu fais un all hands, tu l'expliques, ou tu le fais discrètement avec chaque personne dans ton coin? Tu communiques en all hands que tu dois changer d'équation et tu mets toute ton équipe d'accord, donc tu le fais quelque part. Mais il y a un moment, tu souffles un gros vent de froid dans la boîte, je pense, j'imagine. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas le même contexte. C'est-à-dire que globalement, c'est pas le même contexte pour le monde de la tech. C'est-à-dire que, mais je trouve que c'est, encore une fois, c'est un reset normal. C'est-à-dire que je pense que les 2-3 dernières années ont juste fait croire aux gens que monter une boîte et la faire grandir rapidement, c'est facile. C'est pas du tout facile en fait, c'est juste hyper dur même. Et je pense que c'est juste ça la réalité. Et
globalement, je pense qu'on a vu pas mal de transferts de très grands corporates vers des startups en mode c'est super, je vais même augmenter mon salaire, comment c'est possible? Je pars d'un gros corpo, je vais faire 1,5 fois sur mon salaire. Il y a pas mal de gens qui sont repartis en gros corpo parce que, un, ils n'étaient pas du tout faits pour ça, et parce que ça n'avait aucun sens économique. Et bon, moi je pense que c'est quand même globalement, dans l'ensemble de l'écosystème, un retour à la normale assez logique. Mais en tout cas, je pense que pour moi, comme dans toute équipe, tu as des gens qui vont se dire bon, bah, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, mais globalement, ça veut dire que la startup, c'est pas fait pour toi. Mais tu as aussi des gens qui se disent c'est la bonne décision, et c'est ça, être courageux. Et je pense que c'est dans les crises que tu peux paradoxalement construire des équipes encore plus fortes et que les gens qui ont vraiment le même ADN vont se retrouver et avancer ensemble. Oui. Franchement, les collaborateurs, quand ils sont en soirée le vendredi ou le samedi avec leurs potes, qui ne sont pas dans la tech, tout le monde leur dit mais c'est la crise dans la tech, c'est compliqué, comment ça se passe chez toi et tout. Si jamais il y a un leader qui est dans un déni, tu vois, le CEO il est dans un déni et il ne se passe rien, c'est normal, on continue, ça fait flipper tout le monde. Ce qu'on attend d'un leader, c'est qu'il pose une direction, qu'il soit capable d'emmener les gens vers cette vision et cette direction. Et le fait d'avoir ce courage de réagir rapidement, en fait, ça rassure tous les gens qui restent, quoi. Parce qu'ils se disent, putain, la boîte, elle est pilotée. Pierre, il a fait ça. Pierre, il est capable d'aller chercher de l'argent auprès de ses investisseurs et de nouveaux investisseurs pour donner suffisamment de cash à l'entreprise. Et ça rassure tout le monde. Et ça met vraiment une grosse cohésion. Et ceux qui ne sont pas prêts à être dans ce voyage-là, ils partent. Et il y en a qui démissionnent parce que s'ils prennent peur, ils préfèrent être dans un corporate et ça peut se comprendre. Et si je reste dans l'allégorie de la fête, tu préfères quand même être à 2h du matin avec les cotillons qu'à 9h du mat avec l'Alka-Seltzer, quoi. Donc c'est quoi l'Alka-Seltzer que tu mets en place? Enfin, comment tu arrives à garder tout le monde Déjà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que le bon truc, c'est de se dire ok, on change de plan. Donc quel plan on va chercher? Et après, l'idée, c'est que tu veux construire du succès tous les jours. Donc c'est pas parce que tu as une équipe qui est de 110, 120 personnes alors que tu avais prévu d'être 150 que ça change radicalement la donne. Je pense encore une fois que le gros risque, c'est de ne pas réussir à construire du succès au quotidien. Donc si tu te donnes cette bouffée d'air, cette marge de manœuvre pour emmagasiner du succès, si tu te donnes le temps pour entreprendre, tu reconstitues dans un nouveau contexte les conditions de ton succès. Et si tu fais pas ça, c'est là où tu n'as pas la fête tous les jours. Et moi, j'ai envie de voir au quotidien l'équipe qui est contente de ses succès du quotidien, qui les célèbre. Et pour ça, il faut le bon plan avec les bonnes personnes. Et donc, c'est la seule manière d'être dans le succès, quoi qu'il arrive. Très intéressant. Ouais, il y a un bout de question sur les incentives. Tu vois. Enfin, je pense que ce n'est pas le cas chez Libéo, parce mais il y a certaines boîtes qui ont vraiment des plans d'économie qui sont encore plus durs et où tu as envie de trouver des incentives pour vraiment l'accord team, les gens qui restent. Et parfois, les BSPCE sont plus dans la valeur parce qu'on est sur des valorisations. On était sur des valorisations l'année dernière qui étaient très élevées. Les BSPCE ont un strike sur ces valorisations-là. Et donc, il faut potentiellement retrouver des incentives pour... et donc là, il y a des dispositifs qui peuvent exister, des BSPCE à des prix plus bas, etc., pour vraiment réaligner tout le monde et partager le succès financier si le plan d'économie a permis d'atteindre ce succès financier. Bon, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de discussions là-dessus dans la tech française, mais c'est possible qu'on y vienne d'ici 6 à 12 mois pour vraiment réaligner tout le monde sur leur objectif. Et après, sur la partie incentive, encore une fois, nous on s'est dit on préfère être un peu moins, mais dans des meilleures conditions. Ça veut dire potentiellement que chacun va potentiellement avoir 10% de plus de taf. Mais ça veut aussi dire qu'il va avoir plus de responsabilités. On est quand même là, je pense que quand tu es dans une startup, tu cherches quand même un purpose. Et tu vas aussi potentiellement avoir plus de gains, plus de stock, un meilleur salaire. Et donc c'est ce switch de qualité, je pense que tu vas un petit peu rogner quand tu recrutes beaucoup. C'est pas vrai, tout le monde dit je vais recruter autant et toujours la même qualité, c'est pas vrai. Quand tu recrutes, quand tu fais x2 sur tes recrutements, évidemment il y a du déchet, c'est sûr. Je veux dire, c'est obligatoire. Et donc globalement, nous notre philosophie c'est de se dire on a la bonne team et on va s'incentiver encore plus. On va rechercher davantage cette qualité, cette meilleure contribution et du coup ce meilleur reward. Et je pense que c'est le bon pari. Après, il faut l'exécuter. Ça, c'est encore un autre truc. Mais en tout cas, nous, c'est ça notre pari. Si je dois résumer, en fait, en fonction de tes investisseurs, de ton marché, mais quand même, dans l'absolu, la période n'est pas facile. Donc, il faut un peu serrer un certain nombre de choses. D'un point de vue collaborateur, le tout, c'est d'être le moins langue de bois possible et d'expliquer à tout le monde le contexte dans lequel on est. Les difficultés qu'il
peuvent venir, d'un point de vue entrepreneur, se dire ok, quel est mon runway, jusqu'à quand je peux aller, est-ce que je peux lever dans cette période ou est-ce qu'il faut que je rentabilise, et en fonction de tout ça, expliquer à tes collaborateurs qu'il va y avoir des efforts à faire, tout en gardant, en restant centré sur tes valeurs, sur tes valeurs fondamentales, sur ta mission, et tu réussis à garder tout le monde à fond avec toi, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est complètement ça. Transparence, nouveau plan et bien exécuter ce plan. Exactement. Et je pense qu'il y a un truc de plus dans l'écosystème, c'est qu'on devrait davantage de transparence par petits groupes, etc., pour partager notre expérience que les fondateurs partagent leurs expériences entre eux là-dessus, et pas trop qu'on se bullshit, parce que franchement, moi, les boîtes du portefeuille qui me disent non mais personne ne fait des plans d'économie ou personne n'a fait de plan d'économie, c'est une énorme connerie. Toutes les boîtes de France réfléchissent à optimiser leurs coûts et à étendre leur runway. Toutes les boîtes de France. Nous, on négocie comme des fous, hein, je te le dis. Non, mais je te remercie, Pierre en particulier, hein, Julien évidemment aussi, mais de ta transparence, parce qu'en effet, comme tu le dis, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de langue de bois, et c'est intéressant il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sortis aujourd'hui. Moi, quand on m'a demandé de préparer cet échange, je me suis dit à un moment, est-ce qu'on va pouvoir aller là-dessus ou on va balancer une énorme mascarade? Ben non, on n'a pas balancé une énorme mascarade. J'espère que ça vous a plu. Merci, messieurs. Merci, Mathieu. On va passer à la suite.